souviens, je me rappelle. Je me souviens. Je me rappelle. Tu te souviens ? Elle se rappelle. Elle se souvient. Il se rappelle. Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie. Je me souviens, je me rappelle. Bonjour, aujourd'hui je suis donc avec Gilani. Gilani, je vais vous demander de vous présenter. Salut, je m'appelle Gilani Gorab, je suis entre autres vidéaste, je suis de Bourg-en-Bresse. Gilani, vous vous intéressez aux origines, au parcours de vie, aux traces. D'où vient cette envie ? Alors en fait, je suis d'origine tunisienne, je suis franco-tunisien, et il se trouve que mes parents ont aussi eu un parcours migratoire, et je pense que c'est ce qui a influencé un peu ma conception par rapport à la chose, c'est que je me suis senti touché de cette cause, et ça a été, je pense, une des démarches de comprendre qu'est-ce qui aurait pu pousser mes parents à venir de la Tunisie pour venir en France, et aussi cette compréhension de me dire que peut-être ça aurait pu être moi dans un radeau si mes parents n'étaient pas partis en France. Gilani, est-ce que c'est une démarche qui t'est venue spontanément ? Alors en fait, ça on va dire c'est arrivé à un moment particulier. Je me rappelle que il y a quelques années, quand j'étais un peu plus jeune, parce que là j'approche la quarantaine. C'est toujours jeune. Bien sûr, pas pour moi, je le sens moins, mais je suis tombé. Il se trouve que j'étais chez mes parents et je suis tombé sur un petit prospectus où je voyais en fait l'histoire de mon père qui avait été racontée. Je crois bien que c'était fait à l'époque par le Centre social de la Ressouze, où il prenait un petit peu des récits de citoyens du quartier. Et en fait, je découvre le parcours migratoire de mon père à travers un récit où il est dessiné. Et mon père, qui est d'origine tunisienne aussi, forcément, qui est né en Tunisie, et qui est venu dans la fin des années 60 en France pour pouvoir travailler, parce qu'à l'époque, ils avaient besoin de main-d'œuvre pour pouvoir reconstruire la France, notamment. Et donc, je découvre ce parcours migratoire à travers ce prospectus. Et comment ça s'est passé exactement pour lui ? Alors, très bonne question. Mon père s'est jamais confié à l'époque sur ce sujet, et je découvre en fait que, je pense que tout le départ, c'est le départ d'un récit colonial. Il se trouve que mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale. De ce que j'ai compris, il a eu des problèmes respiratoires à cause de cette guerre, ce qui fait que mon père, qui était né de la famille, s'est retrouvé très très jeune à arrêter l'école à 11 ans et à nourrir mes tantes et mes oncles, qui étaient tous plus jeunes que lui, quoi. Donc mon grand-père était dans la capacité de travailler, donc il était obligé de subvenir aux besoins de la famille, et toutes ses économies elles passaient dans le fait de nourrir mes oncles et tantes, quoi. Et donc il se trouve qu'il travaille en Tunisie jusqu'à un moment où en fin de compte ça a été un peu plus compliqué de travailler, et un de ses potes à lui a dit écoute, a priori il y a des examens qui se font pour pouvoir faire travailler des personnes à l'étranger, est-ce que ça te dirait de venir avec moi qu'on aille voir? Donc entre potes, mon père il y va sans prétention pour voir, et à un moment l'inspecteur qui était français lui dit Gorab Gilani. Et là mon père il est choqué, et son collègue lui dit mais vas-y, il t'appelle, vas-y. Alors que mon père il sait même pas qu'il était inscrit sur ce papier-là, c'était son pote qui l'avait inscrit, et il se retrouve à être devant un homme, devant une table, et il lui présente des dominos, il lui dit construis-moi un mur en moellon. Et donc en fait forcément pour construire un mur en moellon, faut mettre les dominos en quinconce, ce que mon père fait, et il lui dit c'est bon, tu pars demain. Et là mon père il se retrouve à prendre conscience qu'en fin de compte il doit partir dans un endroit qu'il connaît même pas, il sait même pas où il part. On lui a pas dit où il allait. On lui a pas dit où il allait. Lui, à l'époque, il espérait partir en Libye, parce que la Libye, c'est un pays frontalier, et il y a beaucoup de Tunisiens qui travaillaient là-bas. Grâce à l'économie du pétrole, c'est beaucoup plus intéressant de travailler là-bas. Et pour lui, en plus, la France, c'était un peu comme nous, on a le cliché de la Russie, d'un pays froid avec de la neige, et en aucun cas, il voulait partir là-bas, quoi. Donc, il se retrouve en France, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Alors, il se retrouve en France avec toute cette vision. On a eu l'indépendance, mais avec cette vision un peu coloniale des Maghrébins. Il se retrouve dans un bateau à bestiaux. Il raconte que c'est horrible, il n'y a pas de conditions, tout le monde vomit dans tous les sens, le bateau il tangue dans tous les sens. Et il se retrouve à arriver à la gare de Bourg-en-Bresse. Et là, il attend toute la journée qu'une personne veuille bien venir le récupérer. C'est un homme d'une entreprise, je crois que la société existe encore. Et là, il se retrouve à travailler dans l'école dans laquelle j'ai été scolarisé, et il se retrouve à être dans un bâtiment délabré qui est en face de la Grenette, pas loin, qui appartenait à l'époque à cette société-là, et en fait il y a des rats de partout, ils ont pas de lit, ils ont rien, et ils font en sorte, par exemple le soir, de ramener sur leur dos du bois du chantier pour essayer de se construire un lit comme ils peuvent, quoi. Je sais que mon père, on peut pas lui faire manger du fromage ou le faire boire du lait, et tout ça, c'est à cause des conditions. Quand il arrivait, il se trouve qu'il arrivait quasiment avec rien en poche. Il avait uniquement de quoi pouvoir acheter du lait
et du pain. Malheureusement, il n'y avait pas possibilité d'acheter de viande ou autre chose, quoi, avec l'argent qu'il avait. Donc, il se trouve qu'à l'époque, la société payait, je crois, le 15, et lui, genre, il est arrivé le 16 ou le 17, quoi. Donc, il s'est retrouvé à vivre un mois uniquement avec du lait et du pain, ce qui l'a vraiment dégoûté par rapport à tout cela, quoi. Donc, dans des conditions vraiment précoces où il s'est construit à construire son lit de fortune et autres, c'était pas des bons moments pour lui. Il fait sa vie, il se retrouve à travailler à l'usine pendant un paquet de temps, tout se passe bien, c'est le mec exemplaire qui veut déranger personne, qui est très très qui est très très drôle et Qui est très drôle. il est vachement taquin, il taquine tout le monde et je trouve ça super. À chaque fois, j'éclate de rire avec lui parce qu'il a une sacrée répartie, peu importe où on va. Et donc voilà, il travaille et par la suite il est en retraite. Mais il ne parle pas de ses origines. Alors en fait, il a fallu très très longtemps. Le rapport avec mon père, il a été un peu compliqué. Pas dans le sens compliqué, il a été un peu, pour être vachement dans le stéréotype, c'était le genre de père issu de la communauté maghrébine qui travaillait, qui faisait tout pour travailler comme les mères, bien sûr, bien évidemment, et qui en fait ne communiquait pas beaucoup avec ses enfants par rapport à ça. Il pouvait être taquin et autres, mais se livrait pas trop. Par la suite, quand j'ai grandi, je pense j'ai atteint un petit peu l'âge de la maturité, peut-être vers 27-30 ans, on a commencé à avoir un rapport beaucoup plus intéressant où il a commencé à se confier par rapport à son vécu. Ce qui m'a aussi inspiré. Que tu avais découvert au centre social. Que j'avais découvert au centre, du moins Vous aviez découvert au centre social. Voilà, dans une brochure du centre social. Et là, j'ai compris toute la complexité de ce qui l'avait poussé à venir. Et voilà quoi. Donc. Et Gilani, ça vous a poussé à vous poser des questions sur vous-même parce que vous avez voulu retourner en Tunisie avec un matériau de documentaire. Pour y ramener un matériau documentaire. Voilà, justement, il se trouve que mon père était venu en France et à la base, il voulait pas rester ici, il voulait repartir en Tunisie. Et je me suis dit, j'aurais bien pu être l'un de ces gamins qui se retrouvent sur un coup de tête avec des potes à se chauffer en se disant, en fin de compte, allez viens, on part en France parce qu'en fin de compte, il y a un avenir meilleur, ici, il n'y a pas d'avenir. Et je me suis dit, mais en fin de compte, ça aurait pu être moi dans un de ces bateaux qui se retrouve à échouer sur les plages dans Lampedusa et autres. Donc j'ai décidé de partir avec ma caméra pour filmer des portraits de vie et aussi toute cette jeunesse que j'ai déjà côtoyée à chaque fois que je partais en vacances, qui m'expliquaient qu'ils avaient une envie de venir en Europe, quoi. Et votre projet s'est constitué en chemin. Alors, il s'est constitué en chemin parce qu'en fin de compte, j'y suis allé justement à la fin du Ramadan l'année dernière et en fin de compte, nous, il y a une cérémonie spéciale qui se passe à la fin du Ramadan, c'est que la veille de l'Aïd, les gens du village de l'endroit où je vis, à Menzel Bouzelfa, ils se retrouvent à aller au cimetière pour commémorer leur mort et ils illuminent les tombes de bougies. Et donc, pour eux, c'est un moment joyeux avant de rentrer dans la fête de l'Aïd ou dans mon village à moi, ils vont pas au cimetière parce qu'en fait, ils préfèrent commémorer leur veille, les morts, avec tristesse et le lendemain passer un jour joyeux. Et donc là, j'ai tout ce rapport mystique qui commence à se créer et je mémoire. À la mémoire. Et je me retrouve à côtoyer beaucoup plus de morts parce qu'en fait, en Tunisie, ce qui se passe, c'est que moi, j'habite dans un axe principal entre la mosquée et le cimetière. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il y a des linceuls qui sortent de la mosquée avec la prière mortuaire et je les vois défiler dans mon quartier. Il y a un certain respect où en fin de compte tout le monde coupe la musique, tout le monde s'arrête de conduire, toutes les personnes qui sont assises au café se lèvent et il y a un respect profond par rapport à la mort et ça m'a vachement inspiré. Ça vous a beaucoup inspiré et vous avez été sur des plages. Donc par la suite, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Shemsdin Marzouk, qui lui par exemple était une personne qui se trouverait à enterrer des personnes qui échouaient et qui essayaient de fuir la Libye. Il est enterré dans un cimetière de fortune que lui avait fait sur les plages de Zarzis et ça m'a vachement touché cette démarche. Donc en fin de compte, j'ai commencé à broder autour de ça et à rencontrer d'autres personnes qui avaient un rapport à la mort particulière, soit qui la célébraient parfois, ce qui était relativement mystique, soit qui faisait en sorte de faire du concret et c'était concrètement du plaidoyer, ou alors par des systèmes de mémoire tels que des poèmes en mémoire à ces morts pour faire en sorte qu'ils ne soient pas oubliés et que leur cause soit connue. C'est-à-dire que votre père a eu un parcours migratoire et là vous retrouvez donc les conséquences tragiques des nouveaux parcours migratoires auxquels vous auriez pu être confronté. Effectivement, et j'ai beaucoup été influencé par le collectif migrant à Bourg-en-Bresse, où en fin de compte, je voyais comment ils palliaient au fur et à mesure des problématiques par rapport au parcours migratoire, et je savais que dans la brochure que j'avais découvert, et mon père m'a raconté par la suite, quand il est arrivé, des sœurs, des catholiques et des professeurs s'étaient retrouvés et lui avaient donné les premiers mobiliers pour qu'il puisse aménager sa première maison. Donc en fin de compte, je me retrouvais dans le même cursus et pour moi, ce parcours migratoire a été vraiment intéressant de comprendre comment ça marchait et de le vivre vraiment, quoi. Et donc vous rencontrez aussi cette personne qui célèbre les morts.
Alors justement, c'est un homme qui s'appelle Mohsen qui lui en fait a une démarche très très intéressante. À la base, c'était une personne qui était tournée vers l'écologie et plus le temps passe, il se retrouve à se retrouver, comme il dit, en face de l'écologie humaine. Il se retrouve avec des habits de migrants, avec des bateaux de fortune qui échouent sur les plages de Tunisie et éventuellement aussi malheureusement avec des corps. Donc il a fait pas mal de configurations autour des objets qu'il a retrouvés pour sensibiliser autour de cette problématique et dire que c'est inadmissible qu'il y ait des gens qui se retrouvent à mourir, tout ça parce qu'ils veulent un monde meilleur, fier. Leur mémoire est célébrée par différentes cérémonies parce que ces gens qui ont disparu, il essaye de les faire renaître. Il les fait renaître. Par exemple, j'ai assisté à un truc très mystique sur le coup, mais par la suite j'ai compris sa démarche. Par exemple, à un moment, il retrouve la veste d'une enfant qui est morte. Il décide de le mettre sur un tronc de palmier et de faire une procession de mariage comme si, bien sûr, si on suppose que de vivre le moment de bonheur qu'elle aurait pu vivre et qu'elle n'a pas vécu, bien sûr, si on suppose que ça aurait été un moment de bonheur pour elle. Donc en fait, il se retrouve à avoir plein d'actions autour de ces objets et par exemple, il y a des gestes très simples. Il a attaché les baskets autour de morceaux de bois et en fait, il les fait bouger et à chaque fois qu'il les fait bouger, pour lui, c'est rendre vie à ces objets. Il rend vie à ces objets, il rend vie à ces personnes. Exactement. C'est sa forme pour lui d'indignation de dire que c'est inadmissible qu'il y ait des gens qui meurent, tout ça parce qu'ils veulent circuler librement. Célébrer ces gens qui voyagent, parce qu'ils sont obligés de voyager, de partir, leur mémoire, ça vous a amené donc... du coup, votre voyage et votre film s'est dessiné, et à travers d'autres endroits. Alors justement, par la suite, je suis allé à Briançon, mais j'aimerais dire qu'en fait, par rapport à cette conception du documentaire, Bernadette Perrot m'a beaucoup influencé. Bernadette Perrot, qui est la Bernadette Perrot que tout le monde devrait connaître, qui est l'ancienne présidente de Emmaüs Servas et qui une militante très très acharnée sur la libre circulation des personnes, et je me retrouve énormément avec elle dans sa conception des choses. Et elle m'a influencé en me disant mais regarde les images que t'as, ça parle de la mort, faut qu'on parle de la mort. Moi, je pensais que c'était glauque et en fin de compte. Après avoir écouté beaucoup d'émissions de Vinciane Després qui a beaucoup influencé ma conception, j'ai réussi à concevoir qu'en fin de compte, on n'était pas dans un schéma classique de la mort, du deuil, et c'est fini. Et on passe à autre chose. En fin de compte, il n'est pas nécessairement nécessaire d'avoir un deuil, et en fin de compte, on peut célébrer les morts constamment sans qu'il y ait forcément un deuil. On peut célébrer les morts constamment sans qu'il y ait forcément un deuil. Et là, je me retrouve à Briançon et je me rends compte qu'en fin de compte, on est dans une cause universelle. Que on soit en Tunisie, qu'on soit dans d'autres endroits ou qu'on soit en France ou en Italie, il y a toujours inconsciemment par toutes ces personnes, qui soient religieux ou non religieux, qui soient politisés ou non politisés, une façon de vouloir célébrer ces morts d'une façon pour faire en sorte que cette mémoire ne s'oublie pas et ils se retrouvent tous dans leur inconscient à faire des monuments aux morts. Et ça, c'était vraiment généralisé, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Oui, c'est-à-dire que l'aspect religieux à Briançon, c'était différent. Mais en Tunisie aussi, c'était pas forcément... C'était une célébration. Il y avait une célébration, il y avait des côtés mystiques. Par exemple, Shemsdin, lui, il se retrouve dans celui qui est dans le cimetière des migrants, il se retrouve à offrir des jouets aux enfants sur les tombes. Et il me dit dans le documentaire, si vous le verrez, vous allez peut-être voir, il me dit, j'aimerais dire aux personnes qui sont en Afrique, vous inquiétez pas, on prend soin des vôtres. Avec dignité et plus que de la dignité. Et donc à Briançon, c'est des militants qui prennent soin des morts dans la montagne. Effectivement, parce qu'en fait, il se trouve que à Briançon et dans tout le secteur briançonnais, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à mourir en essayant de traverser de l'Italie à la France. Et malheureusement, il se trouve que ils sont en montagne, les températures sont très très froides et malheureusement à cause de la PAF, de la police aux frontières, ils se retrouvent à prendre plus de risques pour éviter de se faire attraper par la police, ce qui rend considérablement le parcours migratoire encore plus dangereux à cause de cette police aux frontières. Donc vous essayez de rendre ces morts donc visibles, en fait ces vies visibles peut-on dire? C'est important en fait, vous savez... Je me rappelle une campagne qui a été faite à l'époque des dernières élections où Donald Trump, il avait fait en sorte d'acheter des spots publicitaires juste après The Walking Dead, donc l'émission des zombies, pour montrer ces personnes qui montent sur les murs, on n'humanise pas les personnes, on voit uniquement des gens en train de courir sur une barrière. Ben non, en fin de compte, il y a aussi des enfants, des femmes, leur donner un nom et un prénom, une identité. Et je me rends compte que dès qu'on donne une identité et on se rend compte qu'on est tous pareils, bah c'est un peu plus compliqué pour les autorités de dire qu'en fin de compte, ces gens-là, sont très très dangereux. Regarder, entendre, voir l'autre. Voilà, exactement. Exactement, on se rend compte qu'en fin de compte, on est tous pareils et que si on était dans le même cas qu'eux,
on se retrouverait, et peut-être qu'avec le réchauffement climatique, on sera peut-être amené à se poser des questions. Est-ce que on va pas être obligé, nous aussi, de quitter éventuellement, je l'espère pas, hein, la France pour un monde meilleur, parce que si un jour, moi, je sais que j'ai un souci par rapport à mes enfants et qui sont pas en sécurité, je ferai tout pour les mettre en sécurité. Merci Gilani pour nous avoir confié donc ce qui vous anime. Amis auditrices et auditeurs, je vous invite à poursuivre cette réflexion avec Gilani en allant voir son documentaire intitulé Arca qui sera programmé le 20 juin à l'Amphitorium. À très bientôt pour une prochaine émission.